Bonsoir à tous, je m'appelle Maxime Traïfi, je suis architecte développeur chez BAM, qui est une boîte de services qui propose de designer et développer des applications mobiles au top. Et ce soir, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur un des projets sur lesquels je travaille depuis maintenant 2 ans et demi. C'est un retour d'expérience sur nos stratégies d'amélioration et comment on a réussi à améliorer notre situation en termes de qualité de code, même si on n'en est pas arrivé à ce genre de testing extrême. Du coup, bon, voilà, j'ai nommé mon talk une histoire d'amélioration. Il va avoir lieu en 3 parties. La première partie qui sera le cheminement de pensée, les problèmes qu'on a eu et pourquoi on en est arrivé à faire ce qu'on a fait. La deuxième partie qui est bon, qu'est-ce qu'on a fait. Et la troisième partie qui sera les résultats en termes de notes sur les stores de notre appli et de bugs, tout simplement. Alors déjà, un peu de contexte, le projet, du coup, c'est une application en marque blanche, du coup elle a 3 visages, c'est l'application ADA, l'application Move in Paris, c'est l'application Joe. Ces 3 applications, elles permettent de en fait, faire de la location de voitures qui sont accessibles à prendre en libre service. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une application par l'intérieur de laquelle on télécharge une clé virtuelle et on va pouvoir déverrouiller un véhicule via Bluetooth, soit dans une agence, donc à des horaires où les gens ne sont pas dans l'agence, soit carrément dans la rue, pour le cas de Move in Paris, qui offre un service de free floating, donc on peut prendre une voiture dans la rue et la laisser à un autre endroit tel quel. Je vous ai fait un très rapide schéma de comment on s'est impliqué avec plusieurs partenaires pour gérer toutes les problématiques extérieures comme le paiement, la validation des pièces d'identité des utilisateurs qui vont devoir scanner leur permis et leur pièce d'identité avant qu'on leur laisse les clés de voiture. Des services d'envoi de notifs, de SMS, d'email et même de logging avec Datadog. Merci. En fait, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est que pour nous, en tout cas, ça a été autant de facteurs de complexité d'avoir cette application marque blanche qui va être déployable avec 3 usages différents, ainsi que tout ce nombre d'interfaces. Du coup, un petit état des lieux de notre popularité en mars, c'est pas terrible, on a des notes pas très hautes sur Move in Paris, l'application qui est sortie en dernier dans notre écosystème. Sur ADA, ça va un peu mieux, mais on est en dessous de notre standard qui est d'avoir une note de 4,5 sur le store. Et pour Android, c'est encore moins bon, on est pas très bon. J'ai oublié de préciser, mais du coup, comme on disait au début du projet, au début du meetup, ce projet c'est un projet full stack JavaScript. Du coup, notre technologie de développement des applis mobiles, c'est du React Native. Et côté serveur, on a un back en Node qui utilise un framework un petit peu vieillissant qui est Loopback 3. Puisqu'on l'a commencé il y a 2 ans et demi et qu'on n'a pas fait le choix de se mettre directement sur des frameworks mobiles. Bon, du coup, qu'est-ce qui nous arrive dans cette histoire? En fait, ça c'est le graphe du nombre de bugs détectés par nos équipes par mois. Et du coup, en 2017, ce nombre de bugs ne fait que monter. On a une espèce de phase où nous on réagit en fait. Je vais vous expliquer comment on a réagi la première fois. Puis ensuite, le nombre de bugs réaugmente de plus en plus jusqu'à une phase où nous on se met à faire des recettes hyper intensives. Et alors là, c'est la catastrophe. Février, 140 nouveaux bugs détectés, l'équipe est en flammes. Voilà. Comme beaucoup d'équipes, je pense, on se fixe un objectif hyper ambitieux qui est, en fait, on n'aura plus jamais de bugs, donc on va fermer le robinet, 0 bug introduit, et en plus, on va aller régler tout notre stock, et on sera le projet le plus cool de la Terre. C'est un objectif hyper ambitieux, et avant de vous expliquer ce qu'on a réussi à faire, je vais vous parler un peu du passif du projet. Donc là, je vous explique le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce projet, il a environ 3 ans. Il a été fait par des équipes de développeurs hyper changeantes, parce que en fait, dans notre boîte, on staff des équipes et les gens tournent de projets environ tous les 6 mois. Donc en fait, sur ces 3 années-là, on a eu une vingtaine de développeurs différents qui ont intervenu sur le projet. Et il nous manquait des standards de code fort à l'époque, fait que en fait, il y avait plein de façons de faire, plein de choses, ce qui, je pense, est assez propre à beaucoup de frameworks JavaScript qui laissent pas mal de liberté. Du coup, il y avait une seule personne qui restait pendant toute la longueur du projet, c'est moi. Et j'étais un peu le seul à avoir la connaissance métier et la connaissance technique de toutes les briques un peu compliquées. Ce qui fait que je devenais un chaînon hyper dangereux de l'équipe, parce que le moment où j'étais pas là, où j'étais en train de faire un autre truc ou quoi, les autres développeurs ils allaient avoir beaucoup de mal à comprendre un bout de code qui suivait pas un standard qu'eux avaient l'habitude d'utiliser et qui en plus était sur une réalité métier qu'ils n'avaient pas l'habitude de toucher.
Dernier point, mais qui est hyper important pour moi, c'est que en fait, tous ces développeurs-là, c'est quand même des gens hyper motivés, qui avaient envie d'améliorer la qualité du code, qui avaient envie de mettre le code au standard du marché, donc aller rajouter du typage, aller rajouter des tests unitaires, aller rajouter des tests fonctionnels. Et en fait, toutes ces actions-là, c'est des actions qui sont tombées à l'eau, parce qu'ils sont restés pas très longtemps, ils ont fait des démarches un peu tout seuls dans leur coin, ils ont dit attends, moi je vais mettre Flow, tu vas voir, ça va être super, et ils ont passé 3 semaines à faire du Flow, à typer plein de composants, puis après ils sont partis et personne n'a forcément suivi le truc. Je vais revenir rapidement sur cette première phase d'amélioration qu'on a faite qui avait l'air d'avoir pas mal marché. En fait, c'est un peu triste, mais à cette période-là, on a analysé tous nos bugs, on a regardé pourquoi est-ce qu'on avait des bugs, et en fait la réponse, on la connaissait déjà, c'était il n'y a pas de test unitaire, il n'y en a pas beaucoup, votre code n'est pas typé, donc en fait, dès que vos partenaires décident de changer un peu la réponse que vous avez, tout crash de votre côté. Et en fait, on a juste redécouvert des standards du marché qu'on connaissait déjà. Du coup, notre problématique n'est pas vraiment devenue comment on découvre un nouveau truc pour arrêter de faire des bugs, mais plus comment on fait en sorte que notre équipe elle s'implique suffisamment dans la qualité du code pour suivre ces standards du marché qu'on connaît à peu près tous, je pense, aux étapes. Je vous raconte un peu ce qu'on a essayé naïvement. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui s'est dit je vais typer à fond. On a des gens qui ont rajouté des tests unitaires et des tests fonctionnels. On a utilisé pour ça une technologie qui s'appelle Detox, qui permet de faire un peu ce que fait Selenium, mais sur des API natifs. Et en fait, sur chacun de ces points-là, le problème c'était toujours une personne qui tire son truc dans son coin, ou alors on ne met pas les tests fonctionnels sur une CI parce qu'on a des problématiques DevOps qui font qu'on a du mal à avoir des machines qui tournent sur macOS pour lancer un simulateur iOS et faire tourner des tests fonctionnels. Et du coup, en fait, d'une certaine façon, on n'arrive jamais à ancrer nos actions dans le temps. Bon, du coup, vous avez compris, nos actions n'ont pas d'ampleur, et en plus de ça, nous, au niveau des services, du coup, on est souvent drivé par les jalons de nos clients, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est hyper pressurisé par le delivery. Donc, en fait, j'ai ce genre de phrases qui me remontent de mes développeurs et qui m'attristent profondément, qui sont ouais, mais écoute, faire les tests, c'est bien gentil, mais moi, si je te fais pas mes 4 tickets, je vais avoir beaucoup de mal à finir ma feature. Du coup, en fait, j'arrive pas à finir la délai du projet, écoute, je ferai les tests plus tard. En fait, on avait un vrai défaut d'implication de qualité. Nous, chez BAM, et chez Entrepreneur plus en général, on est pas mal inspiré du Lean. Et en fait, dans Lean, qu'est-ce qui se passe quand tu regardes un problème que tu ne sais pas résoudre? Tu te dis, mais que font les gens qui arrivent à le résoudre? Du coup, on s'est posé la question de, déjà, Lean, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est des gens, je ne sais pas si vous êtes familier avec la méthodologie Lean. Pas du tout. En gros, c'est une méthode de travail qui vient du Japon et qui est basée sur le fait de... En fait, je vais vous raconter ce que c'est tout de suite. Donc, quand on tape Lean sur Internet, on tombe sur cet énorme truc hyper effrayant, avec plein de concepts qui ont l'air hyper complexes, avec Enfin bref, moi je trouve ça hyper effrayant. Au final, je vais vous dire, avec toute l'unité que j'ai, ce que moi j'ai compris de tout ce que j'ai vu sur le Lean, en fait, c'est une méthode de travail qui revient à se dire on fait progresser les individus et on les responsabilise pour qu'ils aient envie d'apprendre des trucs en construisant un produit cool. À la base, c'est une méthode de travail qui vient, je vous disais, du Japon et des usines de Toyota, donc a priori très peu de rapport avec le code, mais en fait, c'est vraiment la façon de penser, de se dire chaque individu va beaucoup travailler sur ce qu'il appelle un geste de qualité dans son poste et réussir à créer un produit cool. Il y a un deuxième concept qui est intéressant, c'est le concept du team leader. Je vous le passe un peu rapidement, mais concrètement, ce qu'ils disent, c'est qu'un team leader il a 4 grandes responsabilités. On a aider l'équipe à visualiser ses galères et ses réussites. On a soutenir l'équipe, aller les aider quand ils sont bloqués, former les gens, et un truc que moi je ne faisais pas du tout, essayer de créer un environnement dans lequel les travailleurs ils arrivent à améliorer et à maintenir leur espace de travail et le produit qu'ils font. Moi, ce truc-là, je ne le faisais pas particulièrement, personnellement, en tant qu'architecte, je me concentrais beaucoup sur les 3 points. Dernier point, après je vous jure, on arrête avec le Lean. C'est le Total Quality Management. En gros, ce qu'ils disent, c'est si tu veux faire la qualité avec une équipe de gens, le premier truc, c'est de le prioriser, c'est-à-dire que tu arrêtes de te mettre d'autres pressions, de délivrer ou quoi. Ta priorité, c'est de faire un truc de qualité. Le deuxième truc qui est capital, c'est que tout le monde doit mettre la main à la pâte. S'il y a une seule personne qui ne s'implique pas, ça veut dire qu'à priori, à un moment, il y a une contre-culture qui peut naître, ou je ne sais pas, mais en gros, le move que tu es en train de faire, il peut tomber à l'eau. Et troisièmement, il faut se baser sur la réalité de ton produit. C'est-à-dire, moi j'appelle ça faire parler le projet, mais ce que je veux dire, c'est tu ne peux pas juste te dire, ok, on va faire une telle move de qualité parce que j'ai lu dans un bouquin, il faut que tu arrives à détecter des choses exactement sur ton code, sur ton produit, et te dire, ok,
Ça, c'est le truc de qualité qu'il faut faire. Bon, du coup, nous, on a fait comment? D'abord, on a commencé par se demander qu'est-ce que c'était le truc qu'on voulait améliorer sur le projet. Du coup, pour ça, on a utilisé deux produits principaux. Le premier, c'est SonarCube, que vous avez peut-être utilisé déjà sur certains de vos projets. Et le deuxième, c'est Dependency Cruiser. SonarCube, c'est quoi? C'est un outil d'analyse statique de code qui permet d'avoir tout plein d'informations sur votre code. Il connaît certains codes SNEP un peu classiques. Il peut carrément détecter certains bugs vraiment très classiques. Et il va permettre de faire un suivi sur le coverage de test. Moi, la feature que j'ai trouvée la plus intéressante en termes d'animation de mon équipe, ça a été de voir l'évolution sur les 10 derniers jours et en fait d'avoir un détail sur quelles sont les parties du code qui n'ont pas été testées. Là, vous voyez par exemple, on a un coverage sur les derniers jours qui est à 87,4, bon, cool. En fait, ça veut dire qu'il y a une partie du code qui a été écrite par les développeurs qu'ils n'ont pas testé, soit parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas une prio, soit parce qu'ils ne savent pas le faire. Et du coup, en fait, le fait de pouvoir monitorer ce truc, aller regarder une fois par semaine les moves qui n'ont pas été testés ou pas, et ben, ça m'a permis moi de détecter pas mal de choses sur lesquelles mon équipe avait besoin que je les forme, et même sur lesquelles moi j'avais besoin de me former, parce qu'en fait je ne savais pas trop comment le faire moi-même. Donc ça m'a beaucoup aidé. Dependency Cruiser, c'est un outil qui permet de faire de l'analyse de dépendance. Ça, c'est une photo de notre code, du coup, en mars. Comme vous pouvez le voir, c'est très fouillis. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a des zones où on sent qu'on ne comprend rien, que en fait, les modules ne sont pas bien organisés, il n'y a pas de découpage d'informations. Je comprends facilement qu'un dev qui arrive là-dedans, il crée des bugs, parce qu'il bouge un truc là, en fait, ça casse un truc ici. Et donc ça nous a permis de nous rendre compte, avec un indicateur très clair, Dependency Cruiser, des zones de notre code qui étaient vraiment fouillies et compliquées à comprendre pour un nouveau développeur. Il y a un troisième truc sur lequel on s'est basé, c'est notre façon de travailler. Donc vraiment aller sur les étapes de boulot et voir ce qu'on pouvait tirer comme information de notre façon de bosser. Du coup, notre flux est assez classique, je pense. On crée des user stories, on définit le comment technique, on développe la feature, on la fait passer dans une CI, on relie le code, ensuite on fait une validation par le métier et on déploie. Du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut se positionner sur ce flux-là pour détecter les défauts de notre code. Et on a eu deux idées. Le premier, c'était de se dire, ok, mes bugs en prod, c'est les trucs les plus intéressants parce qu'ils sont passés par toutes mes gates de qualité et ils ont quand même fait fail mon système. Mais on s'est dit aussi que l'endroit où on allait avoir des informations les plus quantitatives, ce serait au niveau de la code review. Parce que la code review, c'est un truc qui va, chez nous, ça se passe plusieurs fois par jour, puisqu'on fait des features qui sont très atomiques. Du coup, on va avoir tous les jours de l'information, et en plus, là où moi ça m'a intéressé particulièrement, c'est que je me suis dit, si jamais il y a beaucoup de commentaires de code review, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désalignements entre les gens de mon équipe. Et comme je vous l'ai dit avant, une des faiblesses de notre projet, c'est que tout était fait de façon différente à plein d'endroits dans le code. Et du coup, nous, on voulait identifier justement ces endroits où l'équipe n'est pas alignée et n'a pas dans la tête l'idée que la façon de faire de qualité, c'est la même. Du coup, on a créé un petit outil qui n'est pas très compliqué, qui se base sur l'API de GitHub et qui va aller récupérer tous les commentaires de code review pour qu'ensuite on puisse les agglomérer et en faire une espèce d'analyse un peu macro pour se dire, bah tiens, en fait, sur mon projet, il y a énormément de moments où les développeurs ils se chamaillent au niveau de la code review parce qu'ils ne sont pas d'accord sur comment faire un module, sur comment faire un test unitaire, sur comment faire ci, sur comment faire ça. Du coup, ce outil-là s'appelle Commentor et on est en train d'en faire une version publique qui est open source, si vous voulez nous aider. Ok, ça c'était la partie, on détecte ce qui ne va pas sur notre projet. Ensuite, on a voulu prioriser la qualité. Là-dessus, je vais passer assez vite, mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que tous les jours, on prenait 1 heure de notre journée pour aller analyser justement ces commentaires de code review, les bugs qu'on avait corrigés pour essayer de découvrir des nouvelles infos sur comment on peut s'améliorer. Et on prenait le temps de justement s'aligner sur des standards de qualité. Kaizen, c'est pareil, c'est un terme lean qui vient du Japon, mais ce que ça veut dire, c'est amélioration continue. Deuxième truc, vu qu'on a mis un accent particulier sur les code review, c'est cool, mais ça nous a aussi amené à nous dire que les gens qui relisaient les code review, qui jusque-là étaient assez indifférents sur ça, tout le monde relisait le code de tout le monde, on s'est dit en fait ça va être les gens qui ont le plus d'expérience, les gens qui ont l'idée la plus claire au démarrage de cette démarche-là de ce qui pourrait être du code de qualité. Et en fait, le dernier truc, c'était de travailler en équipe, et en fait, on s'est dit qu'on avait besoin de créer un environnement dans lequel les gens pouvaient tous s'aligner quand il y avait justement quelqu'un qui faisait un retour de code review qui démontre un manque d'alignement.
Du coup, on a un peu amélioré notre processus de code review, comme je vous le disais tout à l'heure. Chaque commentaire de code review était tagué, enfin est tagué d'ailleurs, en ce moment, pour qu'on puisse avoir des espèces de macro catégories des alignements. Et le véritable move discriminant pour nous, c'est de se dire, à chaque fois qu'on a un commentaire de code review, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, en fait on se pose ensemble, ça fait partie de cette heure d'amélioration de la journée, on se pose ensemble, on écrit ensemble c'est quoi la bonne façon de faire sur cette question-là en particulier, et ensuite on va la faire valider par toute l'équipe. Nous on a une équipe qui est composée d'une petite dizaine de personnes, on va être entre 5 et 7, un nombre qui varie. Et du coup, comment on a fait ça? En fait, on a créé un mur de qualité. Quand je dis un mur de qualité, c'est un vrai mur, sur lequel on est allé scotcher nos standards sur toutes les différentes briques qui composent notre software. Et en fait, la partie la plus importante dans cette photo, c'est celle-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure où on a rajouté des standards là-dessus, tous les développeurs sont allés les lire, les challenger, écrire des petites notes à côté quand ils n'étaient pas d'accord, quand ils avaient de nouvelles idées, des façons d'améliorer le truc ou quoi. Et une fois que tout le monde était d'accord, on parafait le truc en disant bah voilà, moi Maxime Straki, je dis que je vais coder comme ça et je m'engage, et sinon, relâchez-moi sur la code review. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont commencé à le faire tout le temps. Donc toute la journée, je voyais des gens qui allaient checker les standards, aller challenger, s'aligner dessus. Ouais, je suis désolé pour les petites photos de notre vie. Et ça nous a amené vers une architecture sur laquelle on s'est tous alignés et qui aujourd'hui nous aide beaucoup. Je n'ai pas forcément le temps d'entrer dans tous les détails, mais je suis hyper chaud si vous voulez qu'on discute de ça juste après. En fait, l'architecture qu'on a choisie, c'est un truc qui est inspiré de domaine de design. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare la partie métier d'une partie très technique. Pour vous faire le truc en simple, on a une catégorie de fichiers qui sert simplement de fond de contrôleur, donc qui va récupérer les requêtes et qui va ensuite décider quelle est la partie métier du code qui doit s'exécuter. On a des workflows qui correspondent vraiment à des actions de l'utilisateur en front. Par exemple, je me crée un compte, ou je fais un paiement, ou je fais ce truc-là. Ces workflows-là, ils ont le droit d'appeler autant de modules qu'ils veulent. Ces modules-là, ils ont des responsabilités de métier hyper découpées, du genre je m'occupe de faire du paiement, je m'occupe d'envoyer un mail, je m'occupe d'envoyer un SMS. Et seulement ces modules ont le droit de communiquer avec des briques un peu plus techniques qui correspondent plus à la solution technique que nous on a choisie. Par exemple, Stripe, PayPal, SendGrid. L'objectif de faire ça pour nous, c'était d'isoler la partie métier pour qu'en fait on puisse commencer à remplacer toutes les briques techniques, par exemple notre framework, le Back 3 qui est un peu vieillissant, mais carrément certains partenaires avec lesquels on s'interfaçait, du moment que l'interface entre les connecteurs et les modules était respectée. Puisque le module, lui, il expose une fonction métier qui est envoie un SMS, à la limite, du moment qu'il arrive à appeler le connecteur de la même façon, avec une interface commune, on peut le remplacer par n'importe quel connecteur tout le temps, et on peut commencer à se rapprocher d'un truc qui est plus proche de l'injection de dépendance et avoir quelque chose de stable. Je vous ai mis un tout petit exemple de à quoi ressemblent nos standards, puisque aujourd'hui, même s'ils sont toujours affichés sur les murs, on les a mis dans GitHub, parce que c'est plus facile pour nous de faire la validation de tout le monde relie la PR, approuve le truc, une fois que tout le monde a approuvé, on peut merger. Du coup, on a l'arborescence d'un workflow avec le descriptif de sa responsabilité, des collaborateurs avec lesquels il a le droit de collaborer et des checks de qualité dessus. Ensuite, on a un vrai standard en forme de code. Donc ça, c'était typiquement une demande de nos développeurs quand on a commencé à leur dire ouais, super, on va faire un workflow, c'est du métier. Je dis d'accord, mais je veux du code, moi je veux comprendre comment je fais. Du coup, on est allé jusqu'à le templater avec Plop, ce qui permet de générer directement un workflow type et d'aller modifier certains trucs comme les noms des variables, etc. Et en fait, cette structure-là, ça nous a permis de standardiser plein de choses. Par exemple, notre façon de loguer l'info avant, après chaque action et dans les exécutions de manager. Mais aussi notre façon de faire des tests. Donc, dès que tu crées un workflow de base, tu as cette espèce de squelette de tests unitaires qui te donne envie et qui, d'une certaine façon, t'encourage à aller tester unitairement ton truc. Bon, je vous passe un peu rapidement là-dessus et on arrive sur les résultats. Du coup, ils sont de plusieurs sortes. Le premier résultat pour nous, c'était justement est-ce qu'on arrive à aligner les gens sur une façon de faire. Donc ça, c'est le premier truc que nous génère notre outil. C'est un compte rendu des retours de pull request catégorisés par toutes ces catégories-là qu'on a créées. Donc, je vais vous faire deux petits focus qui nous ont paru assez intéressants. Le premier, c'était sur l'architecture back. Au tout début, il y avait beaucoup de retours. En fait, personne n'était d'accord, tout le monde faisait un peu à sa sauce.
On a créé des standards, donc ceux dont je viens de vous parler avec les fonds contrôleurs, workflow, modules, connecteurs. Il y a eu pas mal de retours aussi encore au début, parce que justement on essayait un peu de se mettre à la page de ce truc-là. Puis au fur et à mesure que les gens s'alignaient sur le standard, on a baissé notre nombre de retours, puis on a rajouté des nouvelles fonctionnalités, donc des nouveaux standards, des nouvelles façons de faire. Hop, ça a remonté, puis ça a redescendu à la nouvelle fin. Et aujourd'hui, on a presque plus. Pour le typage, c'était pareil. Nous, on avait énormément de type error qui nous remontaient de nos outils de monitoring de bugs comme Sentry et Datadog. Et du coup, en fait, on a mis un peu de temps, mais vraiment, on a écrit des standards forts de comment on typait notre back, comment on typait nos modèles, comment on typait les fonctions avec TypeScript, comment on utilisait des fonctionnalités un petit peu avancées du truc. Et en fait, on a eu du coup un gros moment de retour de code review, puis derrière ça s'est effondré tout de suite, puisque à ce moment-là déjà l'équipe avait pris le pas de se dire ok, compteur de code review égal, j'ai un truc à apprendre, j'ai un truc sur lequel on s'aligne, et j'apprends à le faire et je le fais. Donc ça c'était très cool pour nous, ça nous a permis de détecter les zones d'ombre du projet sur lesquelles on n'était pas d'accord. Tout le monde s'est impliqué dans le truc parce qu'on a créé cet environnement de murs de qualité sur lequel les gens pouvaient interagir et en fait se mettre d'accord sur la façon de faire du bon boulot. Et en fait, plus on avait de standards, moins on voyait de retour, donc on s'est dit au final, on arrive vraiment à s'aligner parce que voilà, il y a de moins en moins d'éléments. Ça voulait rien dire cette phrase, mais. Dernier focus, donc nous on est encore à la phase où pour nous le coverage de test c'est un indicateur intéressant de qualité et de non-régression. Du coup, voilà sur les 6 derniers mois, alors je vais monter un petit peu plus loin pour certains indicateurs, mais depuis qu'on a mis en place notre démarche d'amélioration continue, on a réussi à faire une amélioration fulgurante. Enfin, moi j'ai jamais vu ça sur mes autres projets personnellement. On a réussi à typer la moitié de notre codebase en quelques mois, alors qu'on a une codebase back-end de 34 000 lignes environ. Pareil pour les tests, et enfin un peu moins que la moitié, mais on a monté de manière spectaculaire. Et moi je trouve ça hyper cool. Un petit impact un peu plus précis, mais en même temps qu'on monitorait ces informations de coverage et de typage, on a aussi monitoré des informations de crash. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on avait beaucoup de type error. Donc, quand on a commencé à faire notre démarche de typage, on s'est principalement intéressé à nos connecteurs, qui étaient les interfaces avec le monde extérieur. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était ça en fait, qui nous générait des problèmes, qu'on avait mal anticipé le format des données changeant de certains de nos partenaires. Et quand le type en bien, en se posant vraiment la question de comment le faire bien, on arrive directement à qui est une des causes de nos crashs. Ça, c'est grave de tout à l'heure avec quelques mois de plus. Donc ce nombre de bugs détectés continue à chuter, alors que nous, on a gardé la même intensité dans nos recettes. Donc on s'est dit, ok, là, on a vraiment changé de façon de faire qui se ressent dans nos bugs. Malheureusement, je n'ai pas mis à jour, mais les deux autres mois, c'est 25 en septembre et en octobre, 25 nouveaux bugs détectés. Du coup, aujourd'hui sur nos notes, alors c'est hyper difficile de se dire que la corrélation est immédiate, mais aujourd'hui on a l'impression que c'est complètement lié. On a gagné beaucoup de points sur iOS. Enfin pour nous c'est énorme, 1 point sur 5 c'est une super remontée, on arrive un peu plus proche de nos standards. Sur Android c'est beaucoup moins clair, on a même perdu un peu sur Ada, mais il y a un indicateur qui est hyper intéressant sur le Play Store qui est la comparaison de vos notes par rapport à vos pires. Et du coup, nous, là, on a observé que même si sur Ada, on avait un peu descendu notre note globale, au final, on est en train de remonter sur les moyennes de notes jusqu'à la moyenne de nos concurrents. Quoi. Et nous, on est aussi pas contents. On a vraiment foi dans le fait que ce soit nos règlements de plein de bugs qui font des utilisateurs en moins de galère et que d'une façon générale, ils notent mieux notre avis. Bon, ça c'était un petit récapitulatif, mais je suis pas sûr qu'on en a besoin. En tout cas, on a priorisé la qualité, on a impliqué tout le monde, on a écouté notre projet, et ça a fait que nos développeurs, ils ont progressé, ils ont su comment monter leur niveau de code pour atteindre un truc de qualité suivi par toute l'équipe. Et on a tué plein de bugs, du coup on était hyper contents. Voilà. J'ai dû faire ce challenge de vous raconter 2 ans et demi en un peu moins de 20 minutes. Du coup, si vous avez la moindre question, même après, que vous voulez qu'on en parle autour d'une bière, je suis super chaud. Si vous avez des questions maintenant, je suis chaud aussi. On va prendre 2 questions, 2 ou 3 questions, je pense. Est-ce que tu as toujours une équipe qui change régulièrement avec des développeurs qui tournent? Ouais, là par exemple, il y a environ 1 mois, on a récupéré 2 nouveaux développeurs
qui sont en plus des gens qui n'ont pas forcément d'expérience en amont, notamment une personne qui n'avait jamais fait de bac, par exemple. Et en fait, c'était effectivement un gros challenge. Je me disais, mais si ça se trouve, hop, on va revoir la glace qui tombe et hop, les gens ne vont pas sûr. Et en fait, le groupe a immédiatement pris le sujet. Moi, je ne me suis même pas occupé particulièrement des briefs sur les standards. Et en fait, ils se sont eux-mêmes tout de suite posé la question de c'est quoi les standards de qualité du code. Dès qu'ils ont commencé à faire une ou deux PR qui s'écartaient trop de nos standards, tout de suite, il y a eu plein de retours de code review, plus une explication sur les standards, un alignement des gens. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont directement en moins d'un mois au même niveau que nous sur notre façon de faire les unitaires, notre façon de faire du typage et d'organiser notre code. Pour moi, c'est effectivement une grande question, j'avais grave peur de ça, mais je pense que ça s'est bien posé. Ok, on va prendre une autre question. S'il y en a. Comment tu fais quand tu as des personnes qui ont des standards complètement différents? Il y a un gars, il peut faire l'orienté, en fait, c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a jamais vraiment eu de gens aussi tranchés qui diront jamais je viendrai en rien. En fait, on a déjà eu ce genre exactement cette question-là en fait, de orienté objet versus fonctionnel. On a fait le choix ensemble de se dire aujourd'hui c'est quoi le truc qui est le plus proéminent dans notre code, est-ce qu'on a envie vraiment de créer deux façons de faire complètement différentes ou pas, et en fait en général la raison collective nous a amené à prendre le truc qu'on avait le plus présent aujourd'hui dans le code, de l'améliorer, de le tourner de la bonne façon quoi, pour que tout le monde soit content, même les gens qui voulaient faire de l'orienté objet, parce que pour nous c'était du coup le fonctionnel qui était le plus présent, et au final on s'en sort quoi. En fait, même les gens qui sont très tranchés, qui veulent faire une des deux technos, au final, alors je sais pas si c'est comme ça partout, mais ils sont juste là pour apprendre des nouveaux trucs et savoir comment on doit faire quelque chose. Ils savent bien qu'il y a des gens qui font bien du langage fonctionnel et des gens qui font bien de l'orienté objet, et du coup, la curiosité et l'envie de bien faire prennent pas en général. Merci.